Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. On sait que beaucoup de narcissiques sont imbus d'eux-mêmes et manifestent des comportements que l'on peut appeler en quelque sorte un complexe divin. Qu'est-ce qu'un complexe divin? Eh bien, un complexe divin, c'est une croyance inébranlable caractérisée par des sentiments constamment gonflés de capacités personnelles, de privilèges ou d'infaillibilité. Une personne avec un complexe divin peut refuser d'admettre la possibilité de son erreur ou de son échec, même face à des preuves irréfutables, des problèmes insolubles ou des tâches difficiles ou impossibles. La personne est également très dogmatique dans ses opinions, ce qui signifie que la personne parle de ses opinions personnelles comme si elles étaient incontestablement correctes. Quelqu'un qui a un complexe divin peut ne montrer aucun respect pour les conventions et les exigences de la société et peut même demander une considération ou des privilèges spéciaux. Le complexe divin n'est pas un terme clinique ni un trouble diagnostique et ça n'apparaît pas dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Le nom diagnostique reconnu pour les comportements associés à un complexe divin est le trouble de la personnalité narcissique. Donc, un complexe divin peut également être associé à la manie ou ce qu'on peut appeler un complexe de supériorité. Donc, historiquement parlant, la première personne à utiliser le terme complexe divin fut Ernest Jones. Sa description, du moins dans la page contenue de son livre Essay in Applied Psychology Analysis, décrit le complexe divin comme la croyance que l'on est un dieu. En quoi cela implique-t-il le narcissiste? Eh bien, le narcissiste, de la manière dont il se portrait lui-même, la manière dont il se voit lui-même, il se voit supérieur à tout le monde. Donc, il a le complexe divin. Il se prend pour un dieu. Dans mes vidéos, je parle souvent de la famille parce que il y a beaucoup de gens qui parlent déjà des relations amoureuses et du travail. Mais les premières relations que nous avons entre humains, c'est avec les membres de notre famille. En particulier, ça commence avec nos parents. Donc, je parle beaucoup de relations avec les parents. Donc, un complexe divin dans la famille, ça peut être quelque chose d'extrêmement dangereux pour le mental des enfants, ou plutôt des victimes du narcissique. Les familles narcissiques se caractérisent par différents critères. Ici, nous allons voir environ une douzaine de ces critères. Par exemple, le premier critère, ça va être le secret. J'en avais parlé dans mes vidéos sur les familles narcissiques. Et le premier critère, c'est le secret. Le secret de famille est que les parents ne répondent pas aux besoins émotionnels des enfants ou qu'ils sont violents d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent être violents physiquement, émotionnellement, ils peuvent être violents même spirituellement, et dans certains cas, malheureusement, même sexuellement. Donc, les parents ne répondent pas aux besoins émotionnels des enfants, mais au contraire, ils appliquent la violence. Et ça, c'est la norme dans les familles narcissiques. Le message aux enfants, c'est ne le dites pas au monde extérieur. Faites semblant que tout va bien. Le deuxième critère, c'est l'image. Ils doivent avoir une image presque parfaite, s'il n'est pas déjà parfaite. La famille narcissique est tout sujet à l'image. Le message est nous sommes plus grands, meilleurs, nous n'avons aucun problème, nous devons mettre le visage de la perfection. Les enfants reçoivent le message, genre qu'en penseraient les voisins, qu'en penseraient les proches, qu'en penseraient les amis, etc. Ce sont des peurs courantes dans la famille. Toujours mettre un sourire sur ce joli petit visage. Le troisième critère des familles narcissiques, c'est les messages négatifs. C'est-à-dire que les enfants reçoivent des messages négatifs qui sont souvent tacites, parfois même verbales, et ces messages sont intériorisés.
dans l'esprit de l'enfant. Par exemple, les parents vont dire à l'enfant, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. L'enfant n'atteint jamais le niveau de perfection que les parents veulent qu'il atteigne. Et ça, qu'importe à quel point l'enfant travaille dur pour atteindre ce niveau, il ne sera jamais à la hauteur et il ne sera jamais valorisé. Donc, le quatrième critère, c'est l'absence de hiérarchie parentale. Dans les familles qui sont, on va dire, saines, il existe une forte hiérarchie parentale dans laquelle les parents sont en charge et font briller l'amour, la lumière, les conseils et la direction vers les enfants. Dans les familles narcissiques, cette hiérarchie n'existe pas. Les enfants sont là pour répondre aux besoins des parents. Point final. Le critère numéro 5, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est le manque d'écoute émotionnelle. Les parents narcissiques n'ont pas la capacité de se connecter émotionnellement avec leurs enfants. Ils ne peuvent pas ressentir et montrer de l'empathie, voire même de l'amour inconditionnel envers leurs enfants. Ils sont généralement critiques et portent des jugements négatifs sur les enfants. Critère numéro 6, le manque de communication efficace. Le moyen de communication le plus courant dans les familles narcissiques est la triangulation. J'ai parlé de la triangulation dans une de mes précédentes vidéos. L'information n'est pas directe. Il est souvent parlé par l'intermédiaire d'un parti ou d'un autre dans l'espoir qu'il reviendra à l'autre parti et souvent qu'il reviendra déformé. Les membres de la famille parlent les uns des autres, mais ils ne se confondent pas directement. Cela crée un comportement passif-agressif, de la tension et de la méfiance. Lorsque la communication est directe, elle se présente souvent sous forme de colère ou de rage. Critère numéro 7, des limites peu claires. Il y a peu de frontières dans la famille narcissique. Les sentiments des enfants ne sont pas considérés comme étant importants. Les journaux intimes, par exemple, sont lus, les limites physiques ne sont pas respectées et les limites émotionnelles ne sont pas respectées non plus. Le droit à la vie privée ne fait généralement pas partie de l'histoire familiale. Critère numéro 8. Un parent narcissique, l'autre en orbite. Si l'un des parents est narcissique, il est courant que l'autre parent doive tourner autour du narcissique pour garder le mariage. C'est un peu comme si l'un était la planète et l'autre c'était une lune. Souvent, cet autre parent a des qualités rédemptrices à offrir aux enfants, mais cet autre parent, celui qui est comme la lune, est lié à répondre aux besoins du conjoint narcissique, celui qui est comme la planète. Donc, ça laisse les enfants dans des besoins qui ne sont pas satisfaits. Ils se demandent qui est là pour eux. Parce qu'ils savent que le parent principal, celui qui est la planète, c'est un parent négatif. Ils ne peuvent pas l'approcher. Mais l'autre parent, celui qui est comme la lune, c'est un parent qui est, je ne vais pas dire paresseux, mais en anglais on dit coward. C'est lâche, ouais, c'est ça. C'est un parent qui est un peu lâche. Il n'a pas assez de force pour confronter l'autre parent et lui dire non, non, tu maltraites mes enfants. C'est pas comme ça qu'on fait pour défendre les enfants. Donc les enfants savent qu'ils ne peuvent pas se fier à aucun de leurs parents. Critère numéro 9. Les frères et sœurs ne sont pas encouragés à être proches. Dans les familles qui sont saines, eh bien, les enfants sont encouragés à être aimants les uns envers les autres. Dans les familles narcissiques, les enfants sont montés les uns contre les autres. On leur enseigne la compétition. Il y a une comparaison constante entre qui va bien, qui va pas bien, qui fait bien et qui fait pas bien. Certains sont favorisés et considérés comme l'enfant en or, et l'autre, c'est le vilain petit canard. Et le vilain petit canard, c'est celui sur qui on rejette toutes les fautes de ce qui ne va pas dans la famille. C'est celui qui est persécuté par tout le monde, qui est rejeté. Critère numéro 10, les sentiments. Eh bien, les sentiments sont niés et ne sont pas discutés. On n'apprend pas aux enfants à embrasser leurs émotions et à les traiter de manière réaliste. On leur apprend à les cacher, à les réprimer, et on leur dit que leurs sentiments n'ont pas d'importance. Les parents narcissiques ne sont généralement pas en contact avec leurs propres sentiments et les projettent donc sur les enfants. Cela provoque un manque de responsabilité et d'honnêteté, sans parler d'autres troubles psychologiques. Critère numéro 8.
j'en ai un peu parlé, les enfants entendent le message qu'ils ne sont pas assez bons. Ces messages apparaissent haut et fort dans les familles narcissiques. Certains parents expriment ce message de manière diverse. D'autres ne font que le modifier, le modéliser pour les enfants. Même s'ils affichent un comportement arrogant et vantard, sous le vernis d'un narcissique se trouve un psyché qui se déteste, qui est transmise à l'enfant. Donc, les parents, eh bien, ils voient leurs propres défauts et ils les projettent sur les enfants. Et ils poussent l'enfant à croire que, quoi qu'il fasse, il n'est pas assez bon. Et enfin, critère numéro 12, le dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement qui est évident ou qui est caché. Dans les familles narcissiques, la dynamique peut être vue ou désignée. Le dysfonctionnement affiché dans les foyers violents et abusifs est généralement évident, mais la violence émotionnelle et psychologique ainsi que la négligence parentale, ça c'est souvent caché, c'est souvent secret. Bien que le drame ne soit pas montré aussi ouvertement au monde extérieur, il est tout aussi dommageable, sinon plus, pour les enfants. Donc par exemple, souvent, les mères, oui, je parle souvent des mères parce que c'est l'exemple la plus flagrante que une personne est supposée aimer une autre personne. La société s'attend à ce que ce soit comme ça, que la mère aime l'enfant. Ça, c'est logique, c'est flagrant. Mais avec les narcissiques, la logique et la flagrance, tout ça, ça passe à la poubelle. Donc ici, la mère, par exemple, agit comme si elle n'aimait pas sa fille, tout en s'assurant qu'elle maintienne une peur sur sa fille et que sa fille la vénère, et bien sûr que sa fille la traite comme si c'était une reine. Beaucoup de ces femmes sont jalouses et envieuses de la relation que leur fille a avec leur père. Et elles iront même jusqu'à accuser le père de choses immondes. Ces personnes, ces narcissiques, utilisent des techniques de manipulation pour retourner la fille contre son père, ce qui empêche de faire confiance aux hommes ou d'avoir une relation saine entre le père et la fille, par exemple. Donc, les abus ne s'arrêtent pas là, ça continue. Par exemple, quand la fille se marie, la mère narcissique essaie de contrôler le mariage de la fille en essayant de monter le mari contre sa fille. Ça va aussi loin que ça. Donc, les narcissiques ne savent pas vraiment comment élever leurs enfants. S'ils sont mariés, ils ne savent pas comment être des époux, des épouses respectueuses. Au lieu de cela, ils sèment la pagaille et la zizanie partout où ils vont. C'est un sillage de destruction qu'ils laissent derrière eux. Donc, si vous êtes victime d'un narcissique, que ce soit un parent ou voire même un collègue, un ami ou un autre membre de la famille, vous devez demander de l'aide. Tout le monde gère le traumatisme et la guérison d'une manière différente. Si vous avez besoin de soutien pendant le traitement de ces blessures d'enfance, à n'importe quel moment de votre parcours, vous devez envisager de demander de l'aide. Parlez à un ami ou chercher une thérapie si c'est quelque chose que vous croyez que vous êtes capable de gérer seul. Mais moi, je dis qu'il vaut mieux chercher une thérapie. Il vaut mieux demander de l'aide à un professionnel. L'ami n'est pas un professionnel, c'est juste quelqu'un qui va vous écouter, mais les conseils qu'il va vous donner, c'est pas dit que ce soit des conseils dont vous avez besoin dans votre état mental. L'ami, il va pas savoir ça. Et puis, un autre piège, un autre problème quand il s'agit de parler à des amis, c'est que l'ami va collectionner tous ces dossiers et peut les retourner contre vous. Parce qu'il n'y a aucune garantie que aujourd'hui cette personne est votre ami et demain ou dans 10 ans, cette personne sera encore votre ami. Il peut y avoir un conflit et cette personne va retourner tout ce que vous avez dit contre vous. Par contre, les professionnels de la santé, ben, ils ont le devoir professionnel de garder le secret. Et si jamais, ça n'arrive pas, mais si jamais ce n'était pas le cas, vous pouvez les induire en justice. Et ils peuvent perdre leur licence. Donc, il vaut mieux parler à un professionnel de la santé. D'ailleurs, ce sont des gens qui ont étudié pour vous aider. Ils savent vous recadrer mentalement.
il y a aussi ce qu'on appelle la thérapie comportementale dialectique. Donc, cette thérapie peut être une excellente chose pour une fille dont les parents les invalident. Par exemple, cette thérapie peut enseigner la patience, la capacité d'adaptation, la compétence en communication et l'importance de la pleine conscience, c'est-à-dire l'importance de s'affirmer soi-même. Donc, le travail avec un professionnel de la santé mentale qualifié pourrait également vous aider à guérir vos blessures d'enfance. Se connecter avec des personnes qui vont vous soutenir est un autre moyen fantastique de guérir. Donc, les gens ont dit que votre famille, ce n'est pas nécessairement la famille dans laquelle vous êtes né, mais c'est la famille que vous choisissez. Par exemple, vous ne pouvez pas choisir votre famille, mais vous pouvez choisir qui vos amis seront et qui votre cercle de soutien sera. Il y a d'autres façons de se remettre de ces traumatismes. Ça peut être, par exemple, reconnaître que les comportements de votre parent narcissique, c'était des comportements qui étaient nocifs. Là, je dis parents, mais ça peut être dans le cadre du travail, de l'amitié, etc., etc. Donc, vous devez reconnaître que le comportement de cette personne était un comportement nocif. 2, traiter et honorer vos sentiments au lieu de les cacher. Par exemple, si quelqu'un vous a fait de la peine, plutôt que de faire «Oh, ce n'est rien», non, vous devez reconnaître ce sentiment que vous avez été peiné. 3, pratiquer le pardon quand il s'agit. Le pardon, c'est un peu difficile parce que il y a des choses que vous pouvez pardonner. Oh, votre père était alcoolique et il n'était pas, comment dire? C'était un parent qui était alcoolique, mais qui n'était pas émotionnellement là. Par exemple, il ne vous donnait pas des câlins, il ne vous donnait pas des mots d'encouragement, etc., etc. Vous pouvez réduire ça au fait qu'il était alcoolique et les problèmes qu'il avait eus dans son enfance, au travail, etc. Donc, vous pouvez pardonner. Mais il y a d'autres crimes que quelqu'un peut faire contre une personne, c'est beaucoup plus difficile de pardonner. Par exemple, sur YouTube, j'avais vu une vidéo, un homme, il avait dans la cinquantaine, presque 60 ans, et il expliquait que quand il était petit, il avait environ 5 ans, son oncle avait l'habitude de le prendre dans la salle de bain. Et il faisait des choses immondes, je ne vais pas raconter, c'est trop horrible. Mais sa mère était au courant. Et quand l'enfant essayait de parler à sa mère le battait. Et quand l'enfant essayait de se défendre et tout ça, il était battu. Et maintenant, cet homme, dans la cinquantaine, il est toujours traumatisé par ce qui s'est passé quand il était enfant. Est-ce que quelque chose comme ça peut être pardonné? Moi, je dis que c'est presque impossible. Je veux dire, les cas qui amènent à l'intervention de la police, il vaut mieux parler à un professionnel. Il vaut vraiment, vraiment, ne parlez pas à un ami de ça, ne vous fiez pas, non. Allez voir un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui va vous aider mentalement. Par exemple, maintenant, le numéro 4, prendre soin de soi et apprendre à s'aimer soi-même. Je le dis souvent, vous devez prendre soin de vous-même. Prenez soin de votre corps, de votre santé, de votre santé mentale, physique, etc., etc. Commencez par votre apparence. Lavez-vous. Soyez sûr que vous êtes propre, que vous sentez bon, qu'il y a de l'hygiène. Vos dents sont propres. Vous savez, les mains, les ongles, les cheveux, vos cheveux brillent, vos ongles sont propres, vos dents, la bouche ne sent pas mauvais, etc. Prenez soin de votre hygiène. Lavez-vous, allez prendre la douche 2 fois par jour, le matin et le soir. Faites du sport. Mangez sainement. Mangez beaucoup de, comment on appelle ça, des légumes, de la soupe. Mangez des choses saines. Bien sûr, de temps en temps, vous pouvez aller au McDonald's, etc. Mais ça ne doit pas être quelque chose que vous faites tous les jours. Ça doit être une fois par mois peut-être. Vous savez, quelque chose de rare. A treat, ils appellent ça en anglais. J'ai oublié comment on dit ça en français.
mangez sainement, faites un peu d'exercice, habillez-vous correctement. Comme ça, quand vous vous regardez, il y a déjà quelque chose de positif en vous. Vous vous regardez, vous avez fait un effort, c'est positif. Gardez votre maison propre, faites votre lit tous les matins. Quand vous rentrez le soir dans votre chambre, le lit est prêt, la maison est propre. Autre chose, vous devez nourrir votre esprit, nourrissez votre esprit de choses positives. Allez sur Amazon et prenez des livres positifs, des livres qui vous aident à vous reconstruire physiquement, mentalement, des livres sur le sport, des livres sur la culture. Il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est 48 Laws of Power, les 48 lois du pouvoir. Je ferai je ferai des vidéos sur ça prochainement. Ouais, je ferai des vidéos sur les 48 lois du pouvoir et ce que vous pouvez apprendre de ce livre. C'est un livre de Robert Greene. Essayez d'avoir ce livre, il est excellent. Il donne de très très bons conseils pour la vie, pour réussir sa vie. Donc, si vous avez eu des gens qui ont essayé de vous casser depuis que vous êtes enfant, vous devez essayer vous-même d'avoir le courage de vous reconstruire. Et il y a différentes étapes. Étape numéro 1, voir un spécialiste de la santé mentale. Étape numéro 2, prendre soin de votre corps physique. Étape numéro 3, prendre soin de vos capacités mentales, voire même spirituelles. Mental, c'est vous coupez les mauvais amis. Tous ceux, par exemple, vous avez des amis qui vous encouragent à prendre de la drogue, à faire de la prostitution ou à faire des tas de trucs bizarres et négatifs. Get rid of them. Coupez-les de votre entourage. Au lieu de ça, ayez des amis qui sont beaucoup plus positifs. Et comme je dis souvent, ceux qui ont du mal à se faire des amis, comment est-ce que vous pouvez vous faire de nouveaux amis? Entrez dans des clubs. Par exemple, je sais pas moi, club de couture, club de tennis, club de ci, club de ça. Ça dépend de vos intérêts. Il y aura toujours un club qui va être dans vos intérêts. Et comme ça, vous pouvez rencontrer des gens petit à petit avec qui vous pouvez lier des amitiés. Il y a des clubs de cuisine, des clubs de guitare, de clubs de piscine, etc., etc. Donc, vous devez prendre soin de vous mentalement, physiquement, émotionnellement, voire même spirituellement. Lisez des livres, mais faites très attention. Ne tombez pas dans des pièges où vous vous retrouvez dans des histoires bizarres. Et un truc très important que vous devez faire, vous devez aussi, ça c'est le point numéro 5, établir des limites avec la personne qui vous a persécuté, avec la personne qui a causé tellement de dégâts dans votre mental et dans vos émotions. Établissez des limites. Dans certains cas, certaines personnes coupent les ponts tout simplement. Ça dépend, ce ne sera peut-être pas votre cas, ce ne sera peut-être pas possible, mais en tout cas, établissez des limites. Il y a des choses que cette personne euh, ne peut pas faire. Cette personne ne peut pas débarquer chez vous 24 heures sur 24, par exemple. Cette personne ne peut pas vous parler avec un certain ton négatif. Non, tu ne me parles pas comme ça. Par exemple, s'il commence à vous crier dessus, tu dis non, 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 je ne me parle pas comme ça, tu dois me respecter. Et s'il ne vous respecte pas, eh bien, vous ne vous montrez pas à cette personne pendant des jours, des semaines, des mois, même s'il le faut, et il comprend. Vous devez comprendre une chose dans la façon dont un être humain fonctionne. Les humains qui font des bêtises, des foulicheries, on appelle ça en anglais, qui vous traitent d'une manière incorrecte, etc., ils vont continuer de le faire tant qu'il n'y aura pas de conséquences. S'il y a des conséquences, oui, ils vont arrêter. Mais tant qu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a aucune raison pour eux d'arrêter. Prenez le cas d'un enfant, par exemple, un enfant qui vole des gâteaux. Vous avez préparé des gâteaux parce que vous allez avoir des invités demain et ces invités aiment beaucoup ce genre de gâteaux, donc vous préparez des gâteaux et le soir, votre enfant se lève et commence à les manger. Quand vos invités arrivent, ils espéraient avoir ces gâteaux parce que vous êtes la seule personne qui connaît la recette. Eh bien, les gâteaux ont disparu. Mais si l'enfant les a volés, les a mangés la nuit, et qu'il voit qu'il n'y a aucune conséquence, bien la prochaine fois que vous allez avoir des invités encore, il va faire la même chose, il va continuer à voler ses gâteaux. Et ça va continuer, ça va empirer. Un jour, c'est des gâteaux, et un autre jour, ça va être autre chose. Et puis, il va même continuer à voler quand vous êtes invité chez des gens, il commence à voler des trucs chez les gens, etc. Ça va escalader, ça va être de pire en pire. Non. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, cette personne doit savoir qu'il y a des conséquences. Dans le cas d'un enfant qui, on va dire, vole des gâteaux, ces conséquences, ça peut être une punition, mais ça dépend de l'âge et de la maturité de l'enfant. Par exemple, un enfant de 7 ans, ça va être
il va pas aller au club de foot cette semaine. Ou, je sais pas moi, le club de foot, ou vous allez lui priver de quelque chose qu'il aime vraiment. Pas de télé, pas de tablette, pas de ci, pas de ça, ou il va au lit directement. Après l'école, il va au lit. La seule fois où il sort, c'est pour manger, pour se laver et faire ses devoirs et après il retourne au lit. Et ça pendant une semaine. Et là, l'enfant va comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien. Donc, ça, c'est le point numéro 5. Vous devez établir des limites avec la personne qui vous persécute. La personne doit savoir que si il continue de vous faire du mal, il y aura des conséquences. Quand je dis des conséquences, je ne pense pas à quelque chose de extrêmement mauvais ou de contre la loi, d'immoral ou des choses comme ça. Il faut être équilibré. Ça peut être juste couper les ponts avec cette personne, en tout cas pendant une certaine période de temps. Voilà, donc cette vidéo parlait du complexe divin. On sait que les narcissiques, ils ont une idée trop élevée d'eux-mêmes. Ils se prennent pour quelque chose qui est beaucoup plus que humain. Et ils traitent les autres d'une manière très négative. Donc, si vous êtes sous le joug d'un narcissique, euh, c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils doivent montrer leur pouvoir. C'est comme ça qu'ils pensent qu'ils doivent montrer qu'ils ont une force, qu'ils ont une valeur. C'est en rabaissant les autres. Donc, si vous êtes sous le joug d'un narcissique, vous devez leur montrer que vous aussi, vous êtes un être humain. Vous aussi, vous avez de la valeur. Je ne dis pas que vous allez vous battre avec cette personne ou insulter, etc. Non, il y a des moyens de renforcer sa valeur d'une manière digne et correcte sans pour autant en arriver à la violence. Donc, j'espère que cette vidéo répond à certains de ces moyens et vous donne quelques bonnes idées pour y arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.